On va commencer ce journal au Parlement où la session de mars se clôture ce jeudi. Une session plus ou moins productive. Les parlementaires ont voté la loi sur la répartition des sièges qui bientôt sera promulguée par le chef de l'État malgré les contestations de l'opposition. Il ne fait pas grand bruit, mais le TENA-SOSP est à sa deuxième édition déjà. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle a démarré ce jeudi. Pour cette année, près de 50 000 élèves de la 8e année, ancienne 2e année secondaire, y prennent part. Et on parlera sport également dans ce journal. Très bel exploit hier pour les Léopards en marge des éliminatoires de la CAN 2023. Les Fauves congolais ont battu l'Ouganda à Douala 1-0 en match amical international. Très bon pour leur morale. Bonjour à tous. On dirait un passage en force. Malgré les multiples contestations de l'opposition, la loi sur la répartition des sièges a été votée en seconde lecture au Sénat et il ne reste que sa promulgation par le chef de l'État. L'opposition a une nouvelle fois crié à la fraude. En adoptant le projet de loi portant répartition des sièges sans la moindre critique, sans rien exiger de la CENI, eh bien, le Sénat, tout comme l'Assemblée nationale, se montre complice de la falsification des statistiques par la CENI. Tenez, pour le secteur de Walendu-Piti, à territoire de Djougou, à province de l'Ituri, le député élu de ce coin avait déjà démontré que, au lieu du chiffre de 30 785 inscrits dans le fichier électoral par la CENI, en réalité, le nombre de personnes enrôlées dans ce secteur de Walendu-Piti était de 130 000. C'est-à-dire le fichier a retenu le 1/4 du chiffre réel d'enrôlés de ce secteur. Dans le groupement Zabou, au lieu de 23 000 enrôlés bruts, le fichier électoral adopté par le Sénat et par l'Assemblée nationale n'a retenu que 2 000, c'est-à-dire moins de 1/10. Tout dernièrement, la société civile de la commune de Loumé a saisi le Sénat et l'Assemblée nationale ainsi que la CENI pour dire que, contrairement au nombre de 8 282 000 enrôlés réels sur le terrain enregistrés par les différents centres d'inscription de la CENI, le fichier électoral n'a retenu que la moitié, soit 4 427. Et justement, la session ordinaire de mars au Parlement a été assez mitigée. En effet, moins de la moitié des sujets prévus a été traité, alors que les élus se préparent à aller en vacances parlementaires. Le gouvernement, lui, veut prendre la main en habilitant non seulement sur l'état de siège, mais également sur d'autres sujets, ce qu'a trouvé anormal une frange partie de l'opposition. Retour sur les enjeux de cette session parlementaire avec Jean-David Kilolo. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ça sera la clôture de la session ordinaire de mars. Au total, 90 matières avaient été retenues pour examen dans les calendriers des travaux adoptés par les députés lors de la session. À la clôture de cette session, seuls 20 textes de loi ont été examinés, soit 22% des matières programmées. Le calendrier de la session de mars adopté à l'Assemblée nationale avait prévu 9 matières non législatives, 3 textes de loi transmis au Sénat pour examen, 57 arriérés législatifs et 20 nouvelles matières. Au cours de ces 3 derniers mois, l'Assemblée nationale a tenu 32 séances plénières, dont 4 en mars, 11 en avril, 9 en juin, 9 en mai, 8 en juin. Une vingtaine de matières ont été examinées sur le 90 programmés. Il y a notamment l'examen et adoption de 8 projets de loi de ratification en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement. La loi Tchani et Pouloulou, dite de père et de mère, ayant défrayé la chronique, n'a pas été soumise à l'examen. Au chapitre de contrôle parlementaire, la révisitation du contrat chinois annoncé avec pompe
par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lors de l'ouverture de cette session n'a pas été faite de manière attendue. Seule l'interpellation des mandataires publics, les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL, a été débattue jusqu'à la déchéance de Fabrice Lucinde, qui n'avait passé que 3 mois de gestion. La loi sur la répartition des sièges a été débattue et votée. Pour certains analystes, ce retard au niveau de l'Assemblée nationale s'est réduit aux contraintes d'ordre politique, social et aussi d'ordre électoraliste. Parce que d'ici là, les députés déposaient leur candidature à la députation nationale. D'où les nerfs, c'est rétendu, des députés nationaux. Et toujours au Parlement, après l'invalidation de leur titulaire, les 2 suppléantes de Marie-Ange Mouchobekwa ont refusé de siéger à l'Assemblée nationale. Dans une correspondance adressée au président de la Chambre basse du Parlement, Lili Monga Massimbo et Dunia Rwabika Concili, c'est leur nom, ont présenté leur démission par solidarité envers la députée nationale. Un événement sans précédent qui consacre la vacance d'un siège au Parlement. Et pour en parler, nous sommes justement en ligne avec Ferdinand Cambéré, homme politique mais également juriste. Bonjour monsieur Cambéré, c'est une première, presque une première, qu'un siège soit vacant à l'Assemblée nationale, constate-t-on. Quelle est votre lecture des faits? Laissez-moi saluer la loyauté de ces 2 suppléants de l'honorable Marie-Ange Mouchobekwa. Se sont montrés solidaires avec leur titulaire pour cette injustice qu'elle a subie de l'invalidation illégale de son mandat à l'Assemblée. Je salue cette loyauté, je salue ce courage, je salue quand même ce caractère exceptionnel. On pensait que tous les Congolais sont toujours friands pour aller vers les postes, pour aller vers là où il y a les avantages. En tout cas, je crois que c'est un modèle à suivre et que ça soit que c'est au FCC que ça s'est passé, qui reçoivent ainsi nos encouragements et nos félicitations. Et nous pensons qu'ils sont à imiter pour la plupart des gens qui ont simplement changé des familles politiques à la recherche des postes, à la recherche des positionnements. Oui, c'est vrai que c'est exceptionnel, mais que dit la loi en cas de vide comme c'est le cas maintenant? Vous le savez que la Constitution est claire, les lois qui nous gèrent par rapport aux élections. Lorsque un poste est vacant et que ni le premier ni le deuxième suppléant ne sont plus là, à ce moment-là, la question revient au peuple. C'est à la CENI d'organiser une nouvelle élection dans cette circonscription là-bas. Mais tel que vous le savez, et nous, rien ne peut nous distraire. Est-ce que ces gens-là, et cette CENI non consensuelle, vous pensez qu'elle va organiser, rien que pour les 6 mois qui restent, une nouvelle élection dans cette circonscription-là? Voilà ce qu'il y a. Nous savons que tous maintenant ne sont que dans l'illégalité, continuent à aller d'illégalité en illégalité. Donc nous ne croyons à rien, nous n'attendons rien de tout ça. Monsieur Cambéré d'avoir répondu à nos questions. Le chef d'état-major général Christian Chiwewe séjourne à Kisangani après Goma. Dans cette mission de commandement, Chiwewe Songesa a visité les nouvelles recrues en pleine formation au camp Baouma. Après Goma au Nord Kivu, le chef d'état-major général des FARDC est arrivé mercredi 14 juin 2023 à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. Le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian effectue ainsi sa première mission de commandement et contrôle dans cette partie de la République. À sa descente d'avion à l'aéroport international de Bangoka, le chef d'état-major général a été accueilli par le lieutenant-général Mbango Machita Marcel, commandant de la 3e zone de défense, entouré de ses 2 adjoints du commandant de la 31e région militaire et les membres du comité provincial de sécurité. Le chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, poursuit en fait sa mission de commandement et de contrôle des unités FARDC dans les provinces. Et c'est après sa prise de fonction qu'il avait entrepris
Cette mission, présentement, là, il vient sur la ligne de front au Nord Kivu. Sa visite ici, dans la province de la Chopo, l'état-major général va visiter les recrues en formation dans les centres d'instruction de l'OPOSA et dans les camps Paouma. Après les honneurs militaires, sous une fine pluie, signe des bénédictions en terre boyomèse, le cortège du chef d'état-major des FARDC a pris la direction du centre-ville pour les civilités à Madame la gouverneure de province, Madeleine Nikomba Sabangu. Il s'en est suivi de l'étape des briefings à l'état-major de la 3e zone de défense, puis à celui de la 31e région militaire. La situation générale de la zone de défense et la région militaire ont constitué l'essentiel des briefings présentés respectivement par le lieutenant général Mbango Marcel et le général-major Mujinga. Et le plus grand salon congolais des mines dénommé DRC Mining Week s'est ouvert à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé est bien présente à ces assises internationales pour poursuivre sa démarche qui vise l'application efficace et efficiente de la loi sur la sous-traitance dans les sociétés principales. Son directeur général Miguel Katembe est arrivé dans l'après-midi d'hier et s'est exprimé à sa descente d'avion. On l'écoute. Comme vous le savez, il y a le DRC Mining Week qui est un très grand événement minier ici en République démocratique du Congo. Et c'est ce qui justifie notre présence ici. Déjà, vous savez que nous avons lancé les contrôles dans la ville-province de Kinshasa. Et nous avons commencé dans les autres secteurs comme les secteurs des télécommunications, le brassicole et aussi dans les transports. Je pense que d'ici là, nous allons aussi lancer les contrôles dans les secteurs miniers et afin de pouvoir assainir aussi ces milieux. Et sur ce, nous demandons aux sociétés concernées de se préparer d'ores et déjà. Et nous demandons aussi aux sociétés sous-traitantes de continuer à faire confiance au président de la République, chef de l'État, qui se démène jour et nuit pour développer l'économie de notre pays. Récemment, il y a eu le forum à ce qui concerne les enquêtes sur les baromètres des climats des affaires. Le président de la République, personnellement, s'est impliqué et aussi les vœux de la FEC organisée à Kinshasa. Le président de la République était là, ce qui montre qu'il s'implique à 100% dans les affaires économiques de notre pays. Nous avons organisé un dîner d'affaires, c'est un dîner de networking. Il y a les membres de la FEC aussi, le comité national de la FEC qui sera là et d'autres organisations aussi fédératrices qui seront là aussi. Nous avons organisé ces mêmes dîners aussi en Afrique du Sud avec des grands groupes multinationaux et vous avez vu qu'il y avait la présence de M. Robert Friedland qui avait intervenu. Et vous avez vu qu'il y avait aussi l'intervention de Georges Arthur Forest. Ce sont des grands groupes dans notre pays. Donc ça permet à ce que les gens puissent échanger et voir comment ils peuvent discuter. Et là où il y avait des différends, essayer de voir comment les traiter et voir comment pouvoir avancer. Et le Kasaï oriental manque du courant électrique depuis maintenant un semestre en cause une panne dans la centrale électrique de la Miba, une situation qui perturbe le social de la population dans l'une des provinces les plus denses de la République démocratique du Congo. Depuis plus de 6 mois maintenant, la ville de Mbujimayi est dans le noir. L'électricité est devenue un luxe au Kasaï oriental, province originaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La Société nationale d'électricité est incapable de fournir le courant à la population kassaïenne qui se plaint de cette situation. La SNEL elle-même utilise du gasoil pour assurer le fonctionnement de ses générateurs et alimenter ces quelques dizaines d'abonnés seulement de 19h à 5h du matin. La principale centrale de la minière des Bakwanga qui alimente la grande partie de la ville est tombée en panne depuis plusieurs mois. À ce jour, aucun financement n'a été envisagé par le gouvernement de la République pour proposer des solutions palliatives et salvatrices. La carence en énergie électrique a entraîné à des conséquences énormes, notamment le pourrissement des aliments à conserver au frais ainsi que la flambée
des prix des vivres frais et autres. Le peu de mégawatts d'électricité produits sont destinés aux services publics comme le gouvernorat. Nos efforts fournis pour joindre les services de l'énergie au Kassai-Oriental sont restés vains. Aux autorités provinciales et nationales d'agir avec diligence pour sauver la population kassaïenne. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, a démarré sur toute l'étendue de la République ce jeudi 15 juin. Ces tests, qui est à sa 2e édition, visent à évaluer et orienter l'apprenant de la 8e année vers un type d'enseignement adapté à sa capacité. Le test national de sélection d'orientation scolaire et professionnelle, TENASOSP en sigle, concerne les élèves de la 8e de l'enseignement de base sur l'ensemble de la République. Il permettra de sanctionner les cycles terminal de l'enseignement de base, de dégager le profil psychologique de chaque élève et ensuite de l'orienter vers le type d'enseignement organisé aux humanités. Depuis de cet examen, les apprenants ont suivi les enseignements, la matière. Ils sont arrivés à la fin parce que nous avons là l'étape primaire, nous avons encore le secondaire comme autrefois là. Maintenant c'est remplacé par 7e et 8e là. Avant de passer à une autre étape là, ils devraient subir maintenant un test d'évaluation qui marque que ces enfants ont suivi les enseignements avec une durée prévue et avec un programme bien planifié là. Au collège Saint-Joseph-et-Likia, les élèves ont répondu présent pour passer ce test. Ces derniers se disent être satisfaits du déroulement de ces épreuves qui prendront fin ce 16 juin 2023. C'est bien passé, il y avait vraiment des bons surveillants et le chef de centre était vraiment cool. Nous avons très bien travaillé, surtout moi j'ai bien travaillé. Selon le calendrier scolaire 2023, ce test ouvre la voie aux 4e années des humanités. Et selon le calendrier scolaire 2022-2023, cette évaluation sera octroyée par un brevet à la fin des cycles de l'éducation de base. À noter que dans l'ensemble de l'étendue nationale, l'on compte 1 571 285 candidats enrôlés, dont 889 037 garçons, soit 57%, et 682 248 filles, soit 43%. La province administrative de Kinshasa a dans l'ensemble enregistré le plus grand nombre de participants, soit 168 748 élèves, dont 85 257 filles. On passe à l'actualité en dehors de la RDC à présent. Au Nigeria, le bilan du naufrage d'un bateau dans une rivière du centre-nord s'élève désormais à 106 morts, dont plus de la moitié venaient du village d'Ebou. Le bateau qui transportait environ 250 personnes de retour d'un mariage a chaviré tôt lundi matin dans l'état de Kwara, alors que les recherches pour retrouver d'éventuels survivants se poursuivent, a déclaré mercredi la police. Les bilans du naufrage d'un bateau survenu lundi dans l'état des Kwara, dans le nord-ouest du Nigeria, s'élèvent désormais à 106 morts. Les recherches pourront trouver d'éventuels survivants s'est poursuivi mercredi selon la police. Cet accident est l'un des plus meurtriers des dernières années dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. C'est très regrettable que plus de 100 personnes ont perdu la vie, explique-t-il. C'est un terrible accident qui a choqué toute la communauté. Presque tout le monde a été touché, car les personnes décédées ont des proches, des familles, des amis et des collègues. Et cela doit donc les affecter d'une manière ou d'une autre. Au Nigeria, les naufrages des bateaux sur le fleuve et rivières sont fréquents. Le président Bola Tinubu a promis d'améliorer la sécurité du transport fluvial. En attendant, la police de l'État des Kwara poursuit ses investigations. Selon elle, le bateau en bois transportait environ 250 personnes. Une partie s'est brisée après que l'eau ait pénétré l'embarcation. Et autre naufrage, cette fois au large de la Grèce, selon la presse, c'est l'un des pires naufrages depuis 2016. Au moins 76 migrants sont morts noyés. Les autorités ont décrété 3 jours de deuil national et selon plusieurs ONG qui ont été en contact avec le bateau, jusqu'à 750 personnes se seraient trouvées à bord. Le navire aurait d'abord vacillé avant de couler dans l'un des endroits les plus profonds de la Méditerranée.
Et on ouvre la page sportive à présent. Félix Tshisekedi a de nouveau visité hier mercredi les sites devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Une visite surprise. Le chef de l'État s'est rendu compte des avancées enregistrées et des défis encore à relever. Le président de la République s'est rendu tour à tour au stade des Martyrs et au stade Tata Raphaël où il reste encore des chantiers à achever. Les 9e Jeux sont censés se tenir d'ici là, soit du 26 juillet au 6 août. Et pour terminer, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la RDC ont enregistré une victoire importante en amical hier face à l'Ouganda. Les Fauves congolais ont testé leur niveau avant d'aller à l'assaut des Panthères du Gabon dimanche à Franceville. Jusqu'ici, l'équipe de Sébastien Desabre rassure. Hier, les Léopards ont battu petitement le Gru de l'Ouganda. L'unique réalisation du match porte la signature de Théo Bongonda à la 26e minute sur penalty. Bongonda qui s'avance, contre-pied parfait pour l'ouverture du score à la 26e minute. Cette victoire a requinqué les morales des Fauves congolais à 4 jours du match. La route est longue pour nous puisqu'on a un match important au Gabon, mais on a aussi à redynamiser l'équipe nationale sur des objectifs qui sont plus à moyen terme. Pourquoi avoir utilisé à 85% l'équipe B avant un match important contre les Panthères? C'est pas forcément une équipe B, c'est à un moment donné une opportunité aux joueurs de pouvoir nous montrer des choses. Personne n'est sûr d'avoir sa place en équipe nationale. C'est ça une sélection, c'est qu'on doit être performant pour être sélectionné. Quand on est sélectionné, on doit être performant dans ce qu'on fait. Donc moi je suis très content du résultat parce que et de la production parce que ça va mettre tout le monde sous éveil et puis on sait que dans le football de toute manière c'est la concurrence qui font avancer les choses. Donc on est, comme je l'ai dit, il y a le Gabon qu'on préparait pour voir certains joueurs effectivement s'ils vont pouvoir intégrer l'équipe. En stage à Douala depuis le week-end dernier, l'équipe nationale va y rester jusqu'au samedi avant de rallier Franceville où elle affrontera le Gabon ce dimanche. Place au rappel des titres à présent. La session parlementaire de mars touche à sa fin ce jeudi. Une session plus ou moins productive. Les parlementaires ont voté la loi sur la répartition des sièges qui bientôt sera promulguée par le chef de l'État malgré les contestations de l'opposition. Et il ne fait pas grand bruit, mais le TENASOSP est déjà à sa deuxième édition. Le test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle a démarré ce jeudi. Pour cette année, près de 50 000 élèves de la 8e année y prennent part. Et en sport, très bel exploit hier pour les Léopards en marge des éliminatoires de la CAN 2023. Les Fauves congolais ont battu l'Ouganda à Douala 1-0 en match amical international. On va rester ensemble cette fois pour la revue de la presse. Et la lecture des journaux pour ce jeudi, c'est avec Benjamin Moudiata qui m'a déjà rejoint. Il est là. Bonjour, bienvenue à vous Benjamin. Merci à vous Gaëtan Kouba-Boranzi et à tous ceux qui nous suivent à travers le monde en ces nets moments. L'Assemblée nationale et le Sénat clôturent aujourd'hui la session ordinaire de mars. Les tabloïds en parlent. Eh bien, Gaëtan, les journaux parus ce jeudi, dont la ville-province de Kinshasa, nous parlent de 90 matières retenues pour examen dans les calendriers de travaux adoptés par les députés. Or, lors de la séance de mardi 21 mars. Mais qu'est-ce qu'il y a comme problème? À la clôture de cette session, Gaëtan, déplore le média en ligne radio-okapi.net, tel qu'on peut lire derrière, seuls 20 textes de loi ont été examinés, soit 22% de matières programmées. C'est là dans son article titré RDC. L'Assemblée nationale a traité seulement 22% de matières programmées pour la session de mars. Et parmi les dossiers traités, celui qui continue de faire couler encre et salive, Gaëtan, c'est bien celui d'hier, mercredi, par le Sénat qui porte sur la répartition de sièges pour les élections de 2023 en décembre prochain.
À ce sujet, les quotidiens L'Avenir titre « Après son vote au Sénat, la répartition de sièges bientôt promulguée, le journal informe que les élus des élus ont voté le projet de loi portant répartition de sièges qui va devoir appliquer la Commission électorale nationale indépendante aux prochaines élections. Dernière ligne droite pour la loi de répartition de sièges, c'est les titres à la une, Gaëtan, du quotidien Le Journal. Alors je cite, c'est la dernière ligne droite parce que après cela, nous concluons tout ce qui est enrôlement des électeurs, tout ce qui est fichier électoral aussi. Et là, nous sommes complètement prêts à commencer à recevoir les candidatures aux 3 niveaux, c'est-à-dire national, provincial et local. C'est ce que livre Denis Kadima, président de la commission électorale nationale indépendante, propos nous rapportés par les quotidiens Le Journal. D'un journal à un autre, Gaëtan Koubabonzi. À la une du Forum des As, qu'est-ce qu'on trouve? S'adressant hier au Sénat, Peter Kazadi a déclaré que tous les Congolais vont pouvoir voter en sécurité. C'est bien Nicolas Kazadi, vice-premier ministre de l'Intérieur, devant les élus des élus, qui est repris dans la rubrique Enjeux politiques. Ces médias rapportent que c'est que a dit le numéro 1 de la territoriale, consistant en fait que les élections de 2023 vont se dérouler dans les conditions sécuritaires les plus sûres possibles, Gaëtan. Et autre chose, Benjamin Moudiata, malgré la situation sécuritaire préoccupante et la résistance de l'opposition, les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour voter une nouvelle constitution. Justement, Gaëtan, les Maliens sont appelés aux urnes dimanche pour approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte au pouvoir à un référendum qui est contesté de l'autre côté par une opposition hétéroclite et qu'une insécurité persistante compromet dans de nombreuses régions. C'est ce que nous rapporte le média en ligne Africa News dans son article titré « Mali, un référendum contesté dans un pays en crise, Gaëtan ». Et VO Afrique, de son côté, qui nous parle de l'annulation de la conférence de presse du Front uni contre les référendums, faute de salle, souligne dans son article que cette structure de l'opposition au référendum accuse les pouvoirs d'Assimi Goïta d'être à la base du refus de la salle pour leur manifestation. De son côté, le média français TV5 Monde fait les points sur la situation en soulevant que le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta bien sûr, a appelé mardi 13 juin ses compatriotes à approuver le projet de constitution soumis dimanche 18 au référendum. Pour ce premier scrutin organisé par des militaires, Gaëtan, depuis leur coup d'État de 2020, on doit le dire, les avis sont toujours partagés, alors difficile de dire à quoi les Maliens doivent s'attendre les dimanches prochains. Merci beaucoup Benjamin Moudiata pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Merci. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne Télé 50. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.